Après avoir présenté en introduction l'étude, nous allons aborder dans cette deuxième séquence les stratégies expérimentales et la présentation des facteurs, à savoir les proportions des constituants et les contraintes explicites qui vont limiter la plage de variation de ces facteurs. Alors, en termes de stratégie expérimentale, on distingue deux grandes familles de méthodes lorsqu'on fait de l'optimisation. D'abord, les méthodes directes, souvent méconnues par le grand public. Ce sont des méthodes qui vont permettre d'atteindre un optimum par convergence séquentielle. Donc on parle de méthodes séquentielles d'optimisation du simplex. C'est des méthodes qui ont été formalisées à partir de 1962 et qui obéissent à des logigrammes qu'il faut suivre. D'ailleurs, un cours spécifique a été enregistré pour présenter ce genre de méthode que l'on va rappeler succinctement. La méthode consiste par faire un simplex autour d'un point de fonctionnement. On rappelle qu'un simplex est une figure qui possède un sommet de plus que la dimension de l'espace qui le contient. Donc, dans les problèmes de formulation, un simplex, ce sera un triangle équilatéral si vous avez 3 constituants, ça sera un tétraèdre avec 4 constituants, et ainsi de suite. On va ensuite réaliser une expérience sur chacun des sommets du simplex et on va classer ces expériences de telle sorte que l'on puisse identifier la combinaison, donc le mélange, qui donne les plus mauvais résultats ou la plus mauvaise désirabilité. Ce mélange est repéré par la lettre W et on va ensuite prendre comme nouvelle expérience l'image de ce mélange par rapport au centre de tous les autres mélanges. Donc en fait, il suffit de faire une construction géométrique pour prendre l'image, ou calculer les coordonnées de l'image du plus mauvais point. Et ainsi de suite, on va conserver avec cette méthode à pas constant la géométrie du simplex initial, et avec des règles très simples, eh bien, nous allons converger vers l'optimum. Alors ici, on a un schéma de principe. On fait un premier simplex, c'est le simplex initial, on réalise des expériences pour chacun des sommets de ce simplex, et on va prendre l'image du plus mauvais point. On obtient de nouveau un simplex, on classe les sommets de façon à identifier le plus mauvais, et on voit que progressivement la méthode va permettre d'avancer dans une direction. La méthode s'est changée naturellement de direction automatiquement. Arrivé sur le simplex que vous voyez à l'écran, on reclasse les sommets, on obtient le plus mauvais point, et on va prendre l'image du plus mauvais point par rapport aux autres simplex. Donc à partir d'une même règle, la méthode est capable d'avancer et de changer de direction. Alors au bout d'un moment, le triangle équilatéral, le tétraèdre, le Q-simplex va s'enrouler autour d'un point qui va être considéré comme étant le meilleur, et donc par précaution, si on tombe plusieurs fois consécutivement sur le même meilleur sommet, la règle de prudence nous invite à refaire une expérience sur ce sommet pour en confirmer la valeur. Et si cette expérience de répétition confirme la valeur, alors si le simplex s'enroule autour de ce sommet, on considérera qu'il s'agit d'un optimum. Donc vous voyez que pour trouver un optimum, eh bien, on n'a pas eu besoin d'expliciter un modèle et de l'analyser, on a simplement progressé de façon géométrique avec quelques règles simples. Alors, naturellement, la rapidité de convergence dépend de l'éloignement du point de départ par rapport à l'optimum et du pas que l'on choisit. C'est ce que vous voyez sur cette représentation graphique. Et c'est pour ça que, quelques années après 1962, on a proposé une méthode dite méthode modifiée ou méthode du simplex à pas variable qui va permettre d'accélérer la convergence lorsqu'on est loin de l'optimum. Alors comment fonctionne cette méthode qui est typiquement utilisable dans les problèmes de formulation et de plan de mélange? On prend dans un premier temps l'image du plus mauvais point, et si l'image du plus mauvais point est meilleure que le meilleur point, que le point B, eh bien on va aller voir 2 fois plus loin en faisant ce qu'on appelle une expansion. Si l'expansion s'avère être meilleure
que l'expérience au point R, on va conserver un nouveau simplex qui est représenté par les sommets B, N et E. Et donc, on va partir avec une figure qui va être géométriquement plus grande et ainsi de suite. Alors, naturellement, si on sait faire des expansions, il faudra aussi, en particulier lors des changements de direction, pouvoir faire des contractions en faisant des contractions du côté du point R ou du côté du point W. Et donc c'est cette méthode qui a été proposée en 1965 par Nelder et Mead, qu'on appelle la méthode à pas variable ou la méthode du simplex modifié, qui va consister, suivant un logigramme que nous avons présenté dans le chapitre dédié aux méthodes du simplex, à faire des expansions ou à faire des contractions en fonction des cas de figure. Donc à chaque étape, eh bien, on va décider de la géométrie du nouveau simplex à faire. Naturellement, il existe des méthodes dites super modifiées, des méthodes où, au lieu de déplacer un point à la fois, on va en déplacer 2 ou 3, et également des méthodes où on va pondérer la position du point G par rapport aux autres points. C'est ce que l'on a décrit dans le cours et que l'on rappelle ici, pour vous rappeler qu'avant de choisir la méthode des plans d'expérience, il faut régulièrement choisir une alternative et envisager cette alternative qui consiste à avancer pas à pas vers l'optimum. Naturellement, ces méthodes sont d'autant plus intéressantes que le mesurage des réponses est rapide. Alors, si on n'utilise pas de méthode indirecte, de méthode directe d'optimisation, la méthode du simplex, on peut faire appel, deuxième grande famille de stratégies, à des méthodes indirectes. Et une méthode indirecte, c'est la méthode qui, dans la boucle de la formulation, qui a été déjà décrite, va consister à remplacer la partie qui est dispendieuse, la fabrication des mélanges et leur caractérisation, par un modèle mathématique. Un modèle mathématique qui va se traduire ici, dans le cadre de l'optimisation, par une équation, ou du moins autant d'équations qu'il y a de réponses à analyser, et on va demander à ces équations, donc à ces modèles, d'être les plus descriptifs possibles, d'une part, et surtout d'être les plus prédictifs possibles. Un modèle est prédictif s'il nous permet d'annoncer avec un bon degré de croyance des résultats que l'on n'a pas encore expérimentés. Et naturellement, on va faire tourner la boucle de la formulation à partir d'un modèle, bien à condition de disposer d'un modèle prédictif. Et pour disposer d'un modèle, dans un premier temps, eh bien, on va planifier un certain nombre d'expériences, un nombre nécessaire et suffisant d'expériences pour estimer les coefficients du modèle. Et dans l'exemple que nous traitons, nous allons envisager de créer des modèles de degré 1, de degré 2, sous leur forme canonique, on précisera ça, et le modèle synergique de degré 3 pour essayer de trouver la meilleure relation entre la variation de la propriété mécanique de notre mélange et la variation des proportions des trois constituants, à savoir du calcaire, une cendre volante et de l'eau. Voilà. Alors, comment choisir un modèle? Eh bien, on va choisir un modèle en fonction de la stratégie que l'on va adopter. Lorsqu'on est confronté à un problème de formulation, on trouve dans la littérature une typologie de stratégie expérimentale faisant tout appel à des méthodes indirectes. La première d'entre elles est la stratégie qui consiste à modéliser la variation d'une réponse en fonction des variations de plusieurs constituants qui ont été préalablement choisis. Et donc c'est cette stratégie, Component Proportion, que l'on va mettre en œuvre dans cette étude. Voilà, c'est ce que vous voyez là. On va décrire la variation du module de rupture en fonction des variations des proportions des constituants, à savoir le calcaire, à savoir la cendre volante, à savoir l'eau, et on va essayer de trouver le modèle le plus prédictif possible. Et pour ça, eh bien, on va devoir d'abord définir le domaine, ensuite proposer un maillage de ce domaine qui permette, lorsqu'on aura les résultats expérimentaux, d'estimer de la meilleure façon possible les coefficients de modèles de degré 1, de degré 2, y compris la forme synergique du modèle de degré 3. Alors, à titre de mémoire, il n'y a pas que cette stratégie qui est disponible dans la littérature et dans les logiciels. Cette stratégie ne met en œuvre que des variables internes, les fractions massiques, volumiques ou molaires des constituants que l'on appelle des proportions. On peut s'intéresser à une stratégie qui va associer
aux proportions des constituants, la quantité de mélange utilisée, c'est encore une stratégie qui met en œuvre des variables internes, les proportions, et une variable externe qui est la quantité de mélange utilisée. On peut trouver d'autres stratégies qui vont associer des variables internes, toujours les fractions massiques, volumiques ou molaires des constituants, à une ou plusieurs variables externes qui représentent généralement des variables de procédé, la température de mélange, la vitesse d'agitation, des caractéristiques de mise en œuvre des produits formulés. C'est ce qu'on appelle la stratégie Mixture Process Variable, qui n'a pas été utilisée ici. Vous avez une autre stratégie qui est très utile quand on a de nombreux constituants dans une formule, et parmi ces constituants, on a un constituant majoritaire qui sert de variable d'ajustement. Eh bien, la modélisation va se faire à partir des Q-1 constituants minoritaires. La variable d'ajustement, on s'assurera que son effet sur la variation de la réponse est nul pour pouvoir interpréter les effets des variations des constituants mineurs. On peut encore trouver des stratégies qui mettent en œuvre non pas des fractions massiques ou des proportions, mais des rapports de proportions, et ce qui nous amène à travailler avec des variables mathématiquement indépendantes. Et enfin, quand on a beaucoup de constituants, on peut envisager de faire, si l'expertise du chimiste le permet, de faire des regroupements de constituants en famille, et de fait faire des mélanges de mélanges. Par exemple, dans une céramique telle qu'un grès, vous allez avoir un mélange de kaolin, de feldspath, d'argile. Eh bien, parmi les kaolins, on va avoir plusieurs types de kaolin. Parmi les feldspaths, on va avoir plusieurs types de feldspath. Et la formulation de la barbotine va consister à faire un mélange de mélanges. Ceci, naturellement, n'a de sens que si on peut regrouper les constituants en famille, donc si on a un certain nombre de constituants, d'une part, et si d'autre part, les experts savent créer des regroupements, entre guillemets, intelligents de constituants en famille. Donc, dans l'exemple actuel proposé par Nardi, eh bien, on va retenir la stratégie component proportion. Alors, qu'est-ce qu'un plan d'expérience? Un plan d'expérience, ou les plans d'expérience, ce sont des familles d'outils qui consistent à proposer des stratégies de planification d'expérience. Planifier des expériences, c'est quelque part satisfaire à l'acronyme QQO-QCP, qui fait des expériences, quelles expériences va-t-on faire, combien d'expériences va-t-on faire, pourquoi fait-on des expériences. Donc on va avoir une planification dans le temps et dans l'espace expérimental d'un nombre nécessaire et suffisant d'expériences. Pourquoi? Pour fabriquer un modèle, et ce modèle, on s'en servira pour obtenir des conclusions solides et adéquates, de manière efficace et économique, puisque on va essayer de choisir un nombre d'expériences qui est légèrement supérieur ou le plus proche possible du nombre d'inconnus que l'on souhaite estimer. Choisir un plan d'expérience, ça ne se fait pas au hasard, ni dans un livre, ni dans un logiciel, et encore moins dans le couloir d'un laboratoire de recherche. Le choix d'un plan d'expérience dépend de la nature du problème. Ici, on a un problème d'optimisation dans un contexte de formulation, et la réponse va être modélisée uniquement à partir des variations des proportions des constituants. Il faut tenir compte des ressources disponibles, quel est le nombre maximal d'essais que l'on peut réaliser, de façon à mailler le domaine expérimental, comme vous le voyez à l'écran, de la meilleure façon possible pour estimer les coefficients du modèle. Et puis, nous le verrons en conclusion de ce chapitre, de cette étude de cas, le fait de disposer d'un modèle va permettre de faciliter l'accès à l'information, d'autant plus que ce modèle sera ici prédictif et de bonne qualité. Et l'accès à l'information pourra se faire de manière numérique si on cherche à maximiser la performance mécanique, mais pourra se faire encore ici, parce qu'on est en présence de trois constituants, de façon graphique, interprétable sans ambiguïté au travers de courbes iso-réponses et de la trace de la surface de réponse. Donc voilà ce qu'on entend derrière la locution plan d'expérience, cette définition étant extraite de la norme ISO 3534-3 2013.
Alors, revenons maintenant, après avoir parlé de stratégie expérimentale, à la boucle de la formulation, où finalement, dans cette boucle, on a choisi des constituants. Ces constituants, on va les mélanger, et à la sortie, eh bien, on va caractériser le produit final. Ici, ça sera une caractérisation mécanique, comme on va le voir. Alors, les facteurs de l'étude, qui sont les éléments entrants de ce système, eh bien, ce sont des fractions massiques, des fractions volumiques ou des fractions molaires, et qu'on appelle de façon générique les proportions des constituants. Dans l'absolu, une fraction massique, ça ne peut pas varier en dehors de l'intervalle 0-100%, et par ailleurs, la somme des fractions massiques est égale à une constante. Et donc, ces contraintes individuelles et relationnelles implicites qui sont liées à la nature même des facteurs vont générer un domaine expérimental sous forme de simplex, comme on va le voir, et ensuite des contraintes explicites qui vont être plus sévères que les contraintes implicites, eh bien, vont transformer la plupart du temps ce domaine expérimental en polyèdre convexe avec une méthode d'exploration appropriée. Alors l'hypothèse qu'il convient de faire lorsqu'on fait de l'optimisation, et cette hypothèse est importante, c'est que si les constituants ont été préalablement choisis, eh bien, il convient de les introduire dans le mélange. Ici, imaginez qu'on décide de ne pas mettre d'eau, ou qu'on décide de ne pas mettre de cendres volantes, ou encore moins de ne pas mettre de filaire calcaire. Eh bien, comment peut-on obtenir une performance mécanique si l'on n'hydrate pas le mélange de poudre tel que la cendre volante et le filaire calcaire? Donc, les constituants vont être soumis à des contraintes explicites, en particulier une contrainte inférieure qui va imposer aux constituants d'être présents dans le mélange. Alors voyons ce qui se passe ici. Nous allons avoir du calcaire, c'est en fait un filler calcaire, une poudre fine. La fraction massique étant comprise, d'après les auteurs, entre 7,93% et 38,91%. Un deuxième constituant, on va voir leur formule chimique à la fin, est une cendre volante. Les cendres volantes, ce sont des sous-produits des centrales thermiques, et ça va être des éléments qui vont être riches en silice et en alumine, comme on va le constater, et qui, associés au calcaire, dans de l'eau, vont permettre de développer des réactions pouzzolaniques. La fumée de silice, pardon, la cendre volante, elle doit être présente entre 38,06% et 67,57%. Et puis on a un dernier constituant dont la fraction massique varie entre 15,09% et 40,54%, c'est l'eau. Voilà. Tous ces constituants vont concourir à fabriquer un mélange. Ce mélange, on en a précisé la caractérisation dans la séquence précédente, eh bien, va donner lieu à une valeur d'un module de rupture. En fait, c'est une résistance à la compression exprimée en mégapascal. Et j'ai rajouté, pour terminer cette partie, un extrait de la publication où on voit pourquoi, pour les non-spécialistes, on s'intéresse à ce type de mélange. La cendre volante va apporter finalement de la silice et de l'alumine. Généralement, on va profiter d'un caractère soluble de cette silice, SiO2, pour former avec le calcaire eh bien, des gels de silicate de calcium hydraté. C'est ce qui va provoquer des réactions pouzzolaniques et donc des résistances mécaniques, certes pas très élevées, mais qui vont donner de la cohésion aux matériaux, comme on va le voir. Donc quelque part, on a un constituant qui est riche, si vous préférez, en silice et en alumine. D'autre part, on a un constituant qui est riche en calcaire, CaO, 71,4%, et le mélange de ces deux poudres fines pour qu'elles soient réactives à de l'eau va donner lieu à la création d'une certaine pouzzolanicité et donc de performances mécaniques que l'on va d'abord observer, modéliser pour essayer de faire de l'optimisation. Donc voilà la fin de cette deuxième séquence consacrée à la stratégie expérimentale et aux présentations des facteurs de l'étude, et je vous donne naturellement rendez-vous tout de suite pour voir quelle est la conséquence des contraintes explicites que vous voyez encore à l'écran sur la géométrie du domaine expérimental. Donc à tout de suite.